Mon nom est Eleanor Grant, j'ai 80 ans et pendant la majeure partie de ma vie, j'ai été professeur d'anglais au lycée dans la tranquille ville d'Elmhurst, Illinois. Je n'ai jamais vécu dans un manoir ni conduit une voiture de luxe. Ma vie a été modeste, calme et, jusqu'à récemment, pleine de sens. Je croyais que d'élever mes 3 enfants au Captain Jordan, Michel et David, était ma plus grande réussite. Je n'avais pas besoin d'applaudissements ou de récompenses. J'avais juste besoin qu'ils sachent que je les aimais plus que la vie elle-même. Et je pensais qu'ils le savaient, jusqu'à mon 80e anniversaire. Pendant des mois, j'avais discrètement préparé quelque chose de spécial. J'économisais de l'argent depuis que Jordan était en couche. Au début, ce n'était que quelques centaines de dollars ici et là, 1002 mails de eux, l'argent que je mettais de côté grâce à mon 2e emploi de rangement de livres à la bibliothèque municipale. Quand Michel est né, j'ai ajouté une nouvelle enveloppe au coffre-fort dans mon placard. Quand David est arrivé, j'ai vendu mon piano, le piano de ma mère, pour m'assurer que les enveloppes continuaient à grossir. Au fil du temps, j'ai arrêté d'utiliser des enveloppes et j'ai ouvert un compte d'épargne secret. Ce compte, avec des investissements prudents, une gestion budgétaire et une vie entière de sacrifices, avait atteint un peu plus d'1 million de dollars. Mon cadeau pour eux, pas parce qu'ils l'avaient demandé, mais parce que je les aimais. J'imaginais un beau dîner chez moi, j'avais cuisiné leur plat préféré, 1002 zitis au four, du pain de maïs, du saumon glacé sucré. J'ai fait le même gâteau au chocolat que je préparais chaque année depuis qu'ils étaient petits. J'ai même sorti la belle porcelaine 1002 sel avec le bord doré qui ne sortait qu'à Thanksgiving. J'ai allumé quelques bougies et disposé le chéquier sur le comptoir de la cuisine, chaque chèque rempli avec leur nom 1333 $0 pour chaque enfant et les 1 $0 restants que j'avais prévu de donner au refuge pour animaux où Michel était bénévole quand elle était adolescente. 5 heures sont passées. Puis 6. Je me suis dit que la circulation était mauvaise, qu'ils venaient ensemble et que quelqu'un était juste en retard. À 7h30, j'ai commencé à m'inquiéter. À 8h, je savais. Mon téléphone a vibré. Un message de Jordan. « Salut maman, désolée qu'on n'ait pas pu venir ce soir. Tracy a organisé un dîner surprise pour toi et on s'est dit que tu adorerais ça. Elle a dit qu'elle t'appellerait en FaceTime plus tard. » J'ai fixé les grands, confuse. Tracy, la femme que leur père avait épousée 10 ans auparavant après m'avoir quitté pour elle, elle n'a jamais été mon ennemie, mais elle n'était certainement pas de la famille. J'ai fait défiler vers le bas et trouvé une photo jointe donc Jordan, Michel et David, tous regroupés autour d'un énorme gâteau, riant, les bras autour de Tracy comme s'ils posaient pour la couverture d'un magazine. Tracy portait le même collier de rubis que j'avais offert à Michel quand elle avait obtenu son diplôme universitaire. Mon cœur s'est arrêté. Et pour la première fois depuis des années, j'ai ressenti quelque chose de plus froid que le chagrin. Je me suis sentie invisible. Je n'ai pas pleuré. Je suis restée assise là pendant longtemps, seule dans mon salon, regardant la cire couler sur le gâteau que j'avais préparé de mes mains tremblantes. J'ai regardé leurs noms sur les chèques. Je les ai déchirés un par un, lentement, pas par colère, mais par prise de conscience. Je leur avais tout donné 1000 temps amour, sacrifice 1000 temps. Et ils avaient confié mon anniversaire à une femme qui ne les avait pas élevés, qui n'était pas restée éveillée pendant leur fièvre, ou n'avait pas cousu des pièces sur leurs jeans. Une femme qui m'avait remplacée sans culpabilité. Le pire, ce n'était pas le dîner manqué. Ce n'était même pas la photo. C'était qu'ils n'avaient même pas pensé à demander si j'allais bien en étant seule. J'étais juste supposée aller bien, comme un vieux meuble laissé au grenier. Oublié! Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. Je suis restée assise dans la cuisine sombre, le thé froid intact à côté de moi, regardant par la fenêtre alors que la neige commençait à tomber. Mon cœur battait lentement, mais mon esprit s'agitait. Et dans ce silence, quelque chose s'est éveillé en moi. Un plan. Pas par mesquinerie, mais par respect de soi. Je n'allais pas mendier un amour que j'avais déjà mérité. J'ai transféré le $1 million sur un nouveau compte. Changé le bénéficiaire. J'ai programmé une réunion avec un avocat. J'ai commencé à rédiger des lettres. Mais, plus que cela,
Mais, j'ai recommencé à vivre. Voyez-vous, la seule chose que personne ne vous dit à propos de vos 80 ans est ceci. Vous êtes toujours en vie. Vous ressentez toujours l'amour. Vous aspirez toujours à du sens. Et parfois, il faut un moment comme celui-ci, une trahison douloureuse, pour se rappeler que votre vie n'est pas terminée simplement parce que vos enfants ne vous voient plus. Le lendemain matin, j'ai appelé Sarah, mon ancienne élève qui travaillait maintenant au centre communautaire. Je lui ai dit que je voulais parrainer un programme d'alphabétisation pour les femmes défavorisées. J'ai de l'argent, ai-je dit, et je ne l'emporterai pas dans la tombe avec moi. À la fin de la semaine, j'avais signé des documents pour financer des bourses d'études pour les mères célibataires qui retournaient à l'université. J'ai contacté le refuge pour animaux et leur ai demandé s'ils avaient une liste de souhaits mille je prévoyais de les surprendre avec tout ce qui y figurait. Je me suis acheté un nouveau manteau d'hiver, le premier depuis plus d'une décennie. Il était bordeaux, chaud, et me donnait l'impression d'être vu. Quant à mes enfants, je ne les ai pas appelés, je ne les ai pas bloqués. J'ai juste attendu. Je savais qu'éventuellement, ils reviendraient. Peut-être par culpabilité, peut-être par avidité. Mais quand ils le feraient, ils trouveraient une mère qui n'était plus la femme qu'ils pensaient pouvoir ignorer. Je suis Eleanor Grant. J'ai économisé $1 million pour mes enfants. Mais ils ont choisi quelqu'un d'autre le jour où j'avais le plus besoin d'eux. Alors maintenant, je me choisis moi. 3 jours sont passés. Pas un appel. Pas même un texto paresseux du genre « J'espère que tu as passé un bon moment, maman ». Je n'étais pas surprise, mais cela me faisait toujours mal comme le vent sur une échymose. Je me suis tenue occupée cependant. Plus occupée que je n'avais été depuis des années. Le lundi, j'ai rencontré la directrice du centre de ressources pour femmes d'Elmhurst et nous avons finalisé le lancement du Fonds Elinor. Il couvrirait les frais d'examen du JD, les manuels scolaires et fournirait même des allocations de garde d'enfants pour les mères célibataires qui étaient prêtes à réécrire leur vie. Elles ont pleuré quand j'ai signé le chèque. De vraies larmes. Je n'avais pas vu quelqu'un pleurer de gratitude depuis très très longtemps. Pendant ce temps, Jordan a finalement répondu à mon message précédent. Pas avec des excuses. Non. Son message disait « Tracy a dit que tu semblais un peu froide concernant la fête. Est-ce que quelque chose n'allait pas ?» J'ai fixé cette phrase pendant 1 minute entière. Froide ? Non. Le froid est ce que tu ressens quand tes enfants décident que le confort de quelqu'un d'autre est plus important que ta présence. Le froid est ce que tu ressens quand les personnes que tu as élevées ne se souviennent même pas comment tu prends ton thé. Mais je n'ai pas répondu. J'ai laissé ce silence parler. Le mercredi, Michel m'a envoyé une photo d'un sac à main que Tracy lui avait acheté. « Ça te rappelle quelque chose? Tracy s'est souvenu que j'adorais ce style au lycée. » Mon cœur s'est serré. Je lui avais acheté le même sac quand elle avait 17 ans. J'avais dépensé 3 salaires pour le faire. Et maintenant, c'était comme si l'histoire était réécrite avec Tracy à ma place. Aucune mention de moi, aucun souvenir. Juste des paillettes et des sourires. Et une toute nouvelle maman qui n'avait jamais changé une seule couche. C'est à ce moment-là que j'ai sorti mon testament et que j'y ai apporté des modifications. J'avais initialement réparti l'argent équitablement, 333 $0 chacun. Mais maintenant, il irait aux femmes qui s'asseyaient dans des salles de classe froides la nuit pendant que leurs bébés dormaient dans des berceaux empruntés. Celles qui me rappelaient moi-même quand j'avais 29 ans et que j'étais laissée seule avec 3 bouches à nourrir et seulement un tableau noir et une volonté de fer pour tenir debout. Elles allaient tout recevoir, mon argent, mon histoire, mon nom. Mais je n'allais pas encore le dire à mes enfants. Non, ce serait trop facile. Les laisser s'en tirer avec une explication claire? Non, ils avaient besoin de ressentir ce que j'avais ressenti. Le doute, la douleur, la lente prise de conscience que quelque chose que vous pensiez être garanti pourrait en fait ne pas être là quand vous viendrez frapper. Alors j'ai joué mon rôle. J'ai envoyé une brève réponse au message de Jordan. Rien de mal. Merci de demander. À Michel, j'ai répondu « Ce sac me semble effectivement familier. Profites-en. » J'étais polie.
civile. Tout comme une étrangère à l'épicerie. Je les ai laissés penser que tout allait bien pendant que j'effaçais tranquillement toute trace d'eux de mes plans financiers. Et à chaque clic, chaque signature, chaque formulaire de bénéficiaire que je réécrivais, je me sentais plus légère. Ce vendredi-là, je suis allée à pied au centre-ville jusqu'à ma boulangerie préférée, celle que je n'avais pas visitée depuis des années, parce que je gardais toujours ces sorties pour quand les enfants étaient en ville. Cette fois, j'ai acheté une boîte entière de biscuits au beurre, juste pour moi. En rentrant à la maison dans le froid avec la boîte sous le bras, je suis passée devant le même parc où j'emmenais David faire du vélo. Je me suis arrêtée au banc, où nous nous asseyons toujours. Je me suis souvenue de la façon dont ses petites mains cherchaient les miennes chaque fois qu'il s'écorchait le genou. Ce souvenir m'a réchauffée, Étienne m'a glacée en même temps, parce que David n'avait même pas envoyé de texto. Pas un appel, pas une carte, rien. Mon plus jeune, celui qui pleurait quand je partais travailler, celui qui jurait qu'il me construirait un manoir quand il réussirait. Et maintenant, il ne pouvait même pas se permettre un coup de téléphone. Au moment où je suis rentrée chez moi, la boîte de biscuits semblait plus lourde qu'elle n'aurait dû l'être. Je me suis assise, je l'ai ouverte et j'ai fixé les biscuits. J'ai pris une bouchée, puis j'ai placé le reste dans une boîte marquée danse et je les ai apportés au refuge dans la rue. C'est là que j'ai rencontré Harmonie. C'est une mère célibataire de 23 ans avec 2 enfants, tous deux de moins de 4 ans. Elle vivait dans sa voiture. Elle avait perdu son emploi pendant la pandémie et n'avait pas pu remonter la pente depuis. Je lui ai parlé du fond Eleanor. Ses yeux se sont illuminés comme un lever de soleil sur du verre brisé. Je pensais que les gens arrêtaient de se soucier de vous une fois que vous n'êtes plus utile, a-t-elle dit. J'ai souri doucement et répondu. Les gens le font. Mais pas tout le monde. Cette nuit-là, j'ai commencé à écrire une lettre. Pas à mes enfants, mais aux femmes que j'allais aider. Je voulais qu'elles sachent qu'elles n'étaient pas oubliées, que quelqu'un les voyait, quelqu'un comme moi. J'ai terminé la lettre par une phrase que je n'avais pas utilisée depuis des années. Votre vie ne se termine pas quand les autres cessent de voir votre valeur. C'est à ce moment-là qu'elle commence vraiment. Vers minuit, Jordan a appelé. J'ai laissé sonner. Puis Michel a essayé. Puis ils ont commencé une conversation de groupe. Maman, est-ce que ça va? Tu étais un peu distante. J'ai fixé l'écran. Distante, l'ironie. Mais je n'ai pas répondu, pas encore. Pas parce que j'étais cruelle, mais parce que la guérison n'est pas quelque chose que l'on précipite, c'est quelque chose que l'on mérite. Et il ne l'avait pas mérité. J'ai éteint le téléphone. Je me suis fait une tasse de thé. Et j'ai souri. Il commençait à le sentir. Juste le début. Le lendemain matin, je me suis réveillée avec 6 appels manqués et une série de messages de plus en plus anxieux de mes enfants. Jordan a écrit « Maman, nous passerons ce week-end, d'accord? Nous nous sentons mal d'avoir manqué ton anniversaire. Michel a dit « Tu as été si silencieuse dernièrement, ça me fait peur. » Et David, qui ne m'avait pas adressé un mot depuis Noël, a laissé un simple texto, presque coupable. « Pouvons-nous parler ?» Je n'ai pas répondu. Non pas parce que je voulais jouer à des jeux, mais parce que pour une fois, ils avaient besoin de s'asseoir dans cet inconfort. De ressentir ce que j'avais ressenti quand je m'étais assise dans une salle à manger vide, avec des bougies qui se consumaient jusqu'à s'éteindre. Qu'ils se demandent ce qui se passait derrière mon silence. Je voulais qu'ils se demandent pourquoi la femme qui ramassait autrefois leurs dégâts et pardonnait tous leurs manquements avait cessé de tendre la main en premier. Je voulais qu'ils sentent le vide m'uniper pour qu'ils sachent que ce n'était jamais eux qui tenaient, c'était toujours moi. J'ai passé ce vendredi au bureau de l'avocat. Monsieur Harris, un vieil ami de mon défunt frère, s'occupait de la planification de ma succession. Ses yeux se sont écarquillés quand j'ai expliqué les changements. « Tu es sûre de cela, Eleanor? Je veux dire, tes enfants, ce sont des adultes, Tom, » ai-je dit fermement. Et les adultes apprennent des conséquences. Il a fait un lent signe de tête, puis m'a tendu le stylo.
J'ai signé l'amendement qui transférait la totalité de mon patrimoine maison, épargne et compte d'investissement au fond pour l'avancement des femmes Eleanor Grant. Mes 3 enfants n'avaient plus légalement droit à rien, et pour la première fois depuis des années, j'ai eu l'impression de pouvoir respirer. Mais il ne s'agissait pas de punition. Pas vraiment. Il s'agissait de vérité. J'avais été si occupée à essayer de tout leur donner que j'avais oublié de vérifier s'ils m'avaient jamais vraiment valorisé au-delà de ce que je pouvais donner. Je suis sortie de ce bureau plus légère, comme si j'avais déposé un poids que je ne savais même pas que je portais. Je me suis offert un déjeuner dans un café du centre-ville. Pas de coupon, pas de calcul de pourboire dans ma tête. Juste moi, un bol chaud de bisques de tomates et une part de tarte aux noix de pécan. En payant, une jeune serveuse nommée Camilla a complimenté ma broche Manmilt, une vieille fleur en émail que mon défunt mari m'avait offerte en 1969. Je lui ai raconté son histoire. Elle a souri et dit « C'est magnifique. Vous devriez partager des histoires comme celle-là avec plus de gens. Nous n'en entendons pas assez. » Cette nuit-là, je me suis assise et j'ai recommencé à écrire. Pas des lettres, pas des chèques, un mémoire, un vrai, juste pour moi. L'histoire d'une femme qui a donné et donné jusqu'à ce qu'elle réalise qu'elle avait quelque chose à reprendre, son pouvoir. J'ai intitulé la première page, chapitre 1, l'anniversaire où personne n'est venu. Le lendemain, mes enfants sont arrivés. J'ai entendu la sonnette pendant que je taillais des fleurs dehors. Jordan se tenait là, dans son blazer coûteux, Michel dans son manteau sur mesure, et David derrière eux, l'air penaud. Ils ont apporté des ballons, un gâteau, des fleurs bon marché de station-service. Je n'ai pas souri. Mais je n'ai pas non plus claqué la porte. « Pouvons-nous entrer ?» a demandé Jordan, les yeux scrutant mon visage pour obtenir la permission. « Je suppose », ai-je dit, en m'écartant. Ils se sont installés dans le salon, comme des étrangers rendant visite à une tante éloignée. Pas d'étreinte. Juste des regards gênés et des mains qui s'agitaient avec des téléphones. Michel a rompu le silence en premier. « Maman, nous sommes désolés. Pour ton anniversaire. C'était de dernière minute. Tracy a dit que tu serais heureuse. » Michel Donginpe. Elle n'est pas mon amie, ai-je coupé. Elle est la femme de votre père. Et les surprises de dernière minute sont pour les tout petits, pas pour les mères de 80 ans qui vous ont élevés seuls. David a baissé les yeux. Jordan s'est éclairci la gorge. Nous avons fait une erreur, nous le savons. Je n'ai pas répondu. J'ai laissé cette culpabilité planer là un peu plus longtemps. Puis Jordan a dit la seule chose à laquelle je m'attendais. « Écoute, nous voulions parler de l'héritage. Tu as mentionné quelque chose il y a un moment, un compte d'épargne. » C'était là. Je me suis avancée, mes mains jointes sur mes genoux. Ce compte n'existe plus. Michel a cligné des yeux. « Que veux-tu dire ? » Je l'ai donné à des femmes qui en ont plus besoin que vous ne l'avez jamais fait. Silence. « Tu plaisantes ?» a dit David avec un petit rire nerveux. « N'est-ce pas ?»« Non, » ai-je dit, « je ne plaisante pas. » Jordan s'est levé. « Tu peux pas simplement... »« Maman, nous sommes tes enfants et j'étais votre mère le jour de mon anniversaire. Mais vous n'étiez pas là. » Ils m'ont regardé, stupéfait. Je ne criais pas. Je n'ai pas élevé la voix. Je n'en avais pas besoin. La vérité disait tout. Je vous ai élevé pour valoriser les gens, pour être présent, pour vous souvenir d'où vous venez. Mais clairement, vous pensez que l'amour est dû et que le sacrifice est jetable. Eh bien, j'ai fini de donner cette leçon. Vous l'avez ratée. Les yeux de Michel se sont remplis de larmes. Alors nous n'avons rien. Vous avez une chance de faire mieux, ai-je dit. Mais pas avec mon argent, avec vos vies. Je suis allée à la porte et l'ai ouverte. Le message était clair. Jordan a hésité, puis est sorti en colère.
David a suivi, silencieux. Michel s'est attardé. « Tu me manques quand nous étions proches », a-t-elle murmuré. « À moi aussi », ai-je répondu doucement. Mais regretter quelque chose ne signifie pas qu'on le récupère. Parfois, c'est parti pour de bon. Elle a hoché la tête, des larmes coulant sur ses joues, et est partie. J'ai fermé la porte derrière eux et me suis appuyée contre elle. Mes mains tremblaient, non pas de peur médium mais de libération. J'étais libre, libre de l'espoir qu'il deviendrait un jour ce dont j'avais besoin qu'il soit. Et, dans cette liberté, je me suis retrouvée. Cette nuit-là, j'ai allumé une bougie minote non, pas pour célébrer, mais pour honorer. Pas eux, moi. La maison semblait plus lourde après leur départ, mais pas d'une mauvaise façon. C'était un poids purificateur et Nico, comme l'air juste après un orage. Pour la première fois depuis des décennies, je n'attendais personne. Pas d'anniversaire à préparer, pas de fête à cuisiner avec un sourire forcé, pas de téléphone à côté duquel s'asseoir en se demandant s'il se souviendrait de la fête des mères. Juste moi et la vérité que j'avais enfin acceptée. Mes enfants ne me valorisaient pas pour qui j'étais, s'ils me valorisaient. La semaine suivante, Michel a réessayé. Elle a envoyé un long email cette fois. Pas un texto, pas un appel, une lettre soigneusement formulée, avec juste assez de douceur pour sembler sincère. Elle a mentionné comment Tracy les avait poussés à célébrer ensemble. Comment elle s'était sentie déchirée, mais pensait que je comprendrais. Elle a terminé par « Nous devrions nous rencontrer et parler. Je veux arranger les choses avant qu'il ne soit trop tard. » Trop tard ? C'était déjà trop tard. Pourtant, je n'ai pas supprimé l'email. Je l'ai lu 2 fois. Non pas parce que j'envisageais de lui donner une autre chance, mais parce que je voulais voir si la fille que j'avais élevée était encore enfouie quelque part là-dedans. Celle qui me tressait les cheveux les dimanches paresseux et m'écrivait des cartes faites à la main avec du papier de construction et de la colle à paillettes. Mais tout ce que je pouvais voir était de la stratégie, de la culpabilité déguisée en regret. Je n'ai pas répondu. Au lieu de cela, j'ai rencontré Harmonie à nouveau. Elle avait commencé des cours de GD cette semaine-là, et elle avait amené son petit garçon, Lucas, avec elle au café où nous nous sommes rencontrés. Il avait des chaussettes dépareillées, une bouche tachée de chocolat, et les yeux les plus brillants que j'avais vus depuis longtemps. « Il n'arrête pas de demander si tu es une marraine fée, » a-t-elle ri. « Je suis juste quelqu'un qui a été invisible trop longtemps, ai-je souri. Elle a tendu la main à travers la table et serré la mienne. « Tu n'es pas invisible pour moi. » Cette seule phrase portait plus de chaleur que tout ce que mes enfants avaient dit depuis des années. Je suis rentrée à la maison en pensant à cela. Comment une parfaite étrangère pouvait me voir plus clairement que les personnes à qui j'avais tout donné? Je me suis arrêtée près du vieux chêne dans ma cour et j'ai passé ma main sur l'écorce rugueuse. J'avais l'habitude d'y attacher des ballons à chaque anniversaire. Les enfants se précipitaient dehors, les yeux écarquillés d'excitation, impatients de voir ce que j'avais cuisiné ou acheté ou emballé pour eux. Et je n'ai jamais rien demandé en retour. Pas même un merci. Juste leur présence. Je me suis assis sur le porche et j'ai regardé le soleil se coucher derrière la ligne de toit du voisin. Le ciel peint de traits d'or et de rose. Le téléphone a sonné. C'était David cette fois. Je l'ai laissé aller à la messagerie vocale. Sa voix s'est brisée quand il a parlé. « Maman, je ne sais pas quoi dire. J'ai été stupide, nous l'avons tous été. Je ne pensais pas que c'était important. Tracy, elle a fait en sorte que cela semble correct. Comme si tu irais bien. Je ne sais pas comment nous avons si mal fait les choses. Je sais que tu as changé le testament. Jordan est furieux, Michel pleure tout le temps. Mais je veux juste parler. Pas d'argent, de toi. S'il te plaît, appelle-moi. » Je l'ai rejoué une fois, puis encore. David a toujours été le plus doux. Le garçon qui m'apportait des pissenlits du jardin et pleurait quand le chat de la famille est mort. Si l'un d'entre eux pouvait revenir, ce serait lui. Mais les dégâts avaient déjà été faits. Les mots ne pouvaient faire que tant après avoir été oubliés le jour de votre anniversaire. Le lendemain matin, je suis allée au jardin communautaire. Je n'y étais pas allée depuis des années.
C'est là que j'emmenais mes élèves en excursion. L'endroit était devenu sauvage maintenant. Fleurs emmêlées, vignes rampantes, herbes envahissantes. Mais il y avait de la vie dedans. Une vie désordonnée, belle, négligée. J'ai croisé Sarah Punella, jeune femme qui m'avait aidé à démarrer le fonds Eleanor. Elle organisait une journée de bénévolat pour le week-end. « Pourriez-vous parler au groupe ?» a-t-elle demandé. « Juste quelques mots sur pourquoi vous faites cela. » J'ai hésité. Je n'étais pas habituée à être celle sous les projecteurs. J'avais passé ma vie à y mettre les autres. Mais ensuite j'ai pensé, peut-être qu'il était temps. Le samedi, je me suis tenue sous le vieux magnolia et j'ai parlé à 20 femmes, certaines dans des manteaux trop minces pour la saison, d'autres tenant des bébés sur leurs hanches, toutes avec des yeux qui avaient vu trop de choses et entendu trop de noms. Je leur ai parlé de sacrifice, de la façon dont les femmes disparaissent derrière les besoins des autres jusqu'à ce que nous oublions que nous en avions nous-mêmes. Je leur ai parlé d'être mère, d'être invisible, et de retrouver la lumière dans des endroits auxquels je ne m'attendais pas. Elles ont applaudi. Certaines ont pleuré. Et après, une jeune femme nommée Jeda m'a serré si fort dans ses bras que j'ai presque pleuré aussi. « J'aimerais que tu sois ma mère », a-t-elle murmuré. Cette nuit-là, j'ai ouvert mon journal et écrit « J'ai donné mon argent, mais d'une certaine façon j'ai gagné une famille. » Juste au moment où je fermais le livre, la sonnette a retenti. J'ai ouvert pour trouver Jordan debout là. Pas de ballon cette fois. Pas de cadeau. Juste une expression tendue et une enveloppe manillée dans sa main. « Maman, a-t-il dit, la voix rauque, je sais que je ne peux pas réparer ce que j'ai fait. Je ne sais même pas si je le mérite. Mais j'ai écrit quelque chose, à propos de toi, à propos de ce que tu as fait pour nous. Je ne demande pas d'argent, je demande juste un peu de temps. » Il m'a tendu l'enveloppe et est parti sans un mot de plus. Je me suis assise et l'ai ouverte. À l'intérieur se trouvait une pile de pages, tapées, à double interligne, intitulée « La mère qui n'a jamais cessé de donner ». J'ai lu la première ligne, et puis j'ai pleuré. Pas parce qu'il avait tout dit correctement, mais parce que, pour une fois-il, s'était souvenu de qui j'étais. Je me suis assise seule dans le salon, les pages de l'histoire de Jordan tremblant dans mes mains. Le poids de ces mots a délié quelque chose dans ma poitrine, quelque chose que je retenais depuis des années. Il a écrit sur la façon dont je glissais des notes dans leur boîte à lunch, comment je restais debout tard pour coudre des costumes pour des pièces de théâtre scolaires auxquelles personne ne se souvenait de m'inviter. Il se souvenait de l'odeur des brioches à la cannelle le samedi matin, de la façon dont je lisais à haute voix pendant les tempêtes pour calmer leur peur. Ligne par ligne, je me sentais vue, vraiment vue pour la première fois depuis des années. Mes yeux se sont embrumés et ma respiration s'est saccadée, pas seulement à cause de la tristesse, mais à cause du sentiment inhabituel d'être reconnue. Pourtant, aussi belle qu'elle soit, l'histoire n'était que cela, une histoire, un portrait peint trop tard, offert seulement après que l'héritage fut perdu. Je me demandais s'il l'aurait écrite si l'argent l'attendait encore. Serait-il venu, papier en main, si un chèque avait été en jeu? Le doute piquait. Je voulais croire que c'était sincère, mais la sincérité ne devrait jamais venir avec un timing aussi suspect. J'ai posé les pages sur la table à côté de moi, près de mon thé, et j'ai fixé la flamme vacillante de la bougie voisine. Il fut un temps où je me serais précipitée pour pardonner, m'être reconnaissante pour n'importe quelle miette d'affection, n'importe quel aperçu des enfants que je connaissais autrefois. Mais l'âge a une façon de peler les illusions. Il vous montre ce qui est réel, ce qui est joué, et ce qui est simplement tardif. Je ne pouvais pas me défaire du sentiment que j'étais courtisée, non par amour mais par perte. $1 million, c'était beaucoup à pleurer. Je pouvais presque les voir maintenant, blottis autour d'un dîner de famille sans moi, se disputant sur la façon de réparer les choses, non pas parce qu'ils me manquaient, mais parce que l'idée de moi leur manquait. Les avantages, le confort, l'héritage, et cela me faisait mal au cœur, parce que je les avais aimés inconditionnellement.
Je n'avais jamais tenu le compte. Mais maintenant que le tableau d'affichage avait changé, ils se bousculaient pour jouer à un jeu qu'ils avaient déjà perdu par forfait. Le dimanche est venu tranquillement. Pas de visiteurs. Pas d'appel. J'ai fait du pain de maïs pour moi-même, exactement comme je l'aimais d'Elfenbord croustillant, intérieur moelleux, pas de beurre à cause de mon cholestérol. Je me suis assise près de la fenêtre alors que le monde extérieur continuait sa route. Des gens promenant des chiens, des enfants faisant du vélo, des couples se disputant doucement au sujet des courses. J'ai pensé à Harmony, Jada, aux femmes du refuge d'Omidcom. Elles serraient plus fort, écoutaient plus attentivement, posaient des questions comme si elles les pensaient vraiment. C'est drôle comme des étrangers peuvent remplir des espaces que votre propre famille ne reconnaîtra même pas. Je n'avais jamais imaginé qu'à 80 ans, je trouverais une nouvelle sorte de filiation, domine pas par le sang, mais par choix, et je l'ai accueillie. Pas à bras ouverts au début, mais avec un cœur prudent apprenant à battre librement à nouveau. J'avais passé si longtemps à retenir les larmes et l'espoir, attendant des excuses qui ne venaient jamais. Mais maintenant j'avais des femmes qui m'appelaient Maman Eleanor, qui m'apportaient des fleurs de magasin à $1, et s'asseyaient avec moi juste pour m'entendre parler. Ce soir-là, j'ai reçu un autre email de Michelle. Il était plus court, plus dur. Elle a dit qu'elle ne comprenait pas pourquoi je les punissais. Que Tracy n'avait jamais été destinée à me remplacer. Que je n'avais aucun droit de les couper. Ces mots m'ont traversé comme des coupures de papier petites mais tranchantes. Elle a dit que j'avais changé, que j'étais cruelle, retenant, froide. Je n'ai pas répondu, parce que la vérité était trop grande pour une réponse. Mais je l'ai murmuré à haute voix. Ce n'est pas une punition, c'est une protection. Protection pour la femme que j'étais devenue. Protection contre les personnes qui aimaient la version de moi qui servait, mais pas celle qui se tenait debout. Je ne leur devais pas d'explication, pas après le silence le jour de mon anniversaire, pas après les rires insouciants dans les bras de Tracy. Ils pleuraient ce qu'ils avaient perdu, je pleurais ce que j'avais donné. Mais la différence était, mon chagrin n'avait pas d'étiquette de prix. Le leur en avait une. Avant d'aller me coucher, j'ai plié l'histoire de Jordan dans une enveloppe propre et l'ai placée dans mon journal. Pas comme un souvenir, mais comme un document. Un moment dans le temps où l'un d'eux avait presque compris. C'était le genre d'histoire que j'aurais chérie si elle était venue d'un endroit non touché par le regret. Mais l'affection motivée par le regret est d'un genre affamé. Melcel se nourrit de culpabilité, pas d'amour. Et je n'étais plus dans l'entreprise de nourrir des gens qui ne venaient à table que lorsque cela les arrangeait. J'ai rangé le journal dans mon tiroir de chevet et éteint la lampe. Dans l'obscurité tranquille, je ne me sentais pas en colère, je ne me sentais pas amère, je me sentais entière, parce que pour la première fois, je me choisissais moi-même, même si cela signifiait le faire seul. J'ai fermé les yeux avec une dernière pensée. Ils m'ont finalement vu, mais ils ne m'ont vu qu'après que j'ai cessé de donner. Ce n'est pas de l'amour. C'est de la perte. La lumière du soleil matinal s'est faufilée à travers les rideaux et a atterri doucement sur ma courte pointe. Une faite main il y a des années cousue avec des morceaux de vêtements de bébé, d'uniformes scolaires et de robes d'église. Chaque carré racontait une histoire, certaines joyeuses, d'autres trop lourdes pour être exprimées à haute voix. J'ai passé mes doigts sur les fils et j'ai senti une vérité monter en moi comme de la vapeur de mon thé du matin. Je n'étais jamais la riche à cause de ce compte bancaire. J'étais riche parce que j'aimais sans limite. Parce que je donnais quand je n'avais rien à épargner. Parce que je me tenais dans le feu de la solitude et cuisinais encore 3 repas par jour pour des enfants qui ne se souvenaient plus de ma couleur préférée. Le $1 000 Mine Seals pensait que c'était le cadeau. Mais ce ne l'était jamais. J'étais le cadeau. Mon temps, mes sacrifices, ma présence. Et ils m'ont traité comme si j'étais remplaçable. Comme si les dîners de Tracy et l'affection creuse pouvaient effacer la fondation que j'avais construite brique par brique fatiguée. Cette réalisation ne m'a pas fait pleurer, elle m'a fait me tenir plus droite, plus forte. J'ai enroulé mon châle autour de mes épaules et murmuré à la pièce silencieuse. Tu es suffisante, Eleanor. Tu as toujours été le trésor. J'ai fait une promenade en ville, cet après-midi.
Ma canne tapait doucement contre le trottoir, alors que je passais devant la boulangerie, la poste, le vieux bâtiment scolaire où j'enseignais Shakespeare et les diagrammes de phrases à des adolescents distraits. Quelques personnes m'ont reconnu et m'ont fait signe. Certaines sont venues me remercier pointant des années plus tard, d'avoir été leur professeur préféré. « Vous étiez la seule à croire en moi », a dit un jeune homme. Son nom était Troy, et je me souvenais bien de lui. Il bégayait. Il s'asseyait au fond, ayant peur de lever la main. Maintenant, il était dans un costume impeccable, mallette à la main, et confiance dans sa démarche. Ce petit échange signifiait plus que n'importe quelle carte d'anniversaire. Parce que l'impact n'est pas toujours bruyant. Parfois, il grandit tranquillement dans des endroits où vous avez oublié avoir planté. Je suis rentrée à la maison plus lentement que d'habitude, mais avec plus de paix. Je n'avais plus besoin que mes enfants me valident. J'avais la preuve vivante, respirante, marchante Tracy, j'avais compté. Et aucune quantité de fête de Tracy ne pouvait enlever cela. Plus tard ce soir-là, j'ai allumé un feu dans la cheminée, même si l'air n'était que légèrement frais. Il y avait quelque chose de réconfortant dans le crépitement, la lueur, la chaleur contre mes genoux. Je me suis fait une tasse de camomille et me suis assise avec une lettre que j'avais commencée il y a des semaines. Elle était adressée à quiconque trouve ceci après mon départ. Dedans, je n'ai pas énuméré des biens ou des numéros de compte bancaire. Je n'ai pas décrit mes regrets. J'ai raconté une histoire. Mon histoire. D'une femme qui a construit une vie de loyauté, l'a rapiécée avec du courage et l'a colorée d'espoir, moi-même quand la vie la vidait. J'ai écrit sur l'amour, moi pas, le genre qu'on reçoit en retour, mais le genre qu'on donne parce que c'est dans ses os. J'ai écrit sur la perte, moi pas d'argent, mais de sens, et comment je l'avais retrouvé dans les endroits les plus inattendus. Et j'ai terminé la lettre par ceci. S'ils demandent un jour pourquoi je ne leur ai rien laissé, dites-leur que c'est parce que j'ai finalement réalisé que je leur avais déjà tout donné ce qui comptait. Côté, ils ne l'ont même pas remarqué. J'ai mis la lettre de côté et allumé la vieille radio. La station jouait une chanson des années 70, quelque chose de doux et twangy, à propos d'une femme qui s'en allait avec sa fierté encore intacte. Je l'ai laissé jouer en regardant le feu danser. Mes pensées ont dérivé vers Harmony et Jada, et les autres femmes dont la vie commençait juste à s'étendre vers de nouvelles possibilités. J'ai imaginé le fils d'Harmony grandir dans une maison avec de la lumière et des rires, des livres sur l'étagère, et une mère qui le regardait dans les yeux avec dignité. J'avais aidé à construire cela. Moi, Eleanor Grant, la mère oubliée, l'aînée invisible, la femme qui avait finalement assumé son pouvoir. Et plus j'y pensais, plus je comprenais. Parfois, vous n'êtes pas censé être la fin heureuse dans l'histoire de quelqu'un d'autre. Parfois, vous êtes le tournant dans la vôtre. Juste avant de me coucher, j'ai reçu un dernier message de Jordan. Il disait « Je comprends maintenant. Tu n'as pas à répondre. Je veux juste que tu saches. Nous t'avons perdu avant même de réaliser que nous devions nous accrocher. Et c'est notre fardeau maintenant. Pas le tien. J'ai fixé ce message pendant longtemps. C'était la première phrase honnête qu'il avait envoyée depuis des années. Je n'ai pas répondu, pas par colère, mais parce que certaines fermetures sont mieux laissées tranquilles. J'ai éteint le téléphone, remonté la courte pointe jusqu'à mon menton et fermé les yeux. Je ne me suis pas endormi accablé par le chagrin ou le ressentiment. J'ai dérivé avec la paix dans ma poitrine et un sourire sur mes lèvres, parce que pour la première fois depuis très très longtemps, je savais exactement qui j'étais. J'étais le cadeau. Et je m'étais finalement rendue à moi-même. Je me suis réveillée le lendemain matin au doux tapotement de la pluie contre ma fenêtre de chambre. Le genre de pluie qui tombe douce et lente comme si elle demandait la permission d'entrer. J'ai serré la courte pointe plus étroitement autour de mes épaules et me suis permis de rester au lit un peu plus longtemps. Il n'y avait pas d'urgence, pas d'enfant pour qui cuisiner, pas de course à faire dans le froid. Juste moi et le confort tranquille de l'immobilité. J'avais l'habitude de redouter ce genre de silence. Je pensais que cela signifiait que j'étais seule. Mais maintenant, je connais la vérité. La solitude n'est pas l'absence de personne, c'est l'absence de présence.
et mes enfants, bénis soient-ils, avaient été absents de ma vie bien avant cet anniversaire manqué. Ils étaient présents physiquement mais distants en esprit, distraits, impatients, toujours à la recherche de quelque chose de plus nouveau, plus brillant, plus facile. Ils rentraient à la maison mais jamais chez moi. J'avais passé des années à confondre la proximité physique avec la proximité émotionnelle. Mais maintenant je savais mieux. Maintenant je savais ce que la vraie présence ressentait, 1002 pontes de la part d'étrangers qui écoutaient, d'étudiants qui se souvenaient, de femmes qui me regardaient dans les yeux et disaient « Merci ». Cela, j'ai réalisé, était l'opposé de la solitude. J'ai mis mes pantoufles les plus douces et me suis dirigée vers la cuisine. La bouilloire sifflait doucement tandis que je préparais mon thé. Camomille avec du miel. Toujours du miel. J'ai pensé à appeler quelqu'un 2000 juste pour entendre une voix ex-mama. Juste, je me suis rappelé que la solitude n'est pas quelque chose à craindre. C'est quelque chose dont on apprend. Et j'apprenais tellement. J'apprenais que j'aimais la façon dont la lumière frappait les carreaux de la cuisine le matin. J'aimais le son de mes propres pensées quand elles n'étaient pas noyées par la culpabilité ou l'obligation. J'aimais pouvoir décider quoi faire de mon temps. Pendant si longtemps, mes journées tournaient autour des besoins de mes enfants, des exigences de mon travail, des urgences de tout le monde. Maintenant, pour une fois, ma journée tournait autour de moi. Je me suis fait des toasts, j'ai coupé quelques fraises, et je me suis assise à table avec mon journal. Pas de nouvelles en arrière-plan. Pas de précipitation pendant le petit déjeuner. Juste un moment lent et sacré à la fois. En écrivant, je me suis retrouvée à noter des souvenirs, pas le genre dont mes enfants se souviendraient, mais ceux qui comptaient le plus pour moi. Comme la fois où David est rentré à la maison en pleurant parce qu'un garçon à l'école s'était moqué de ses chaussures et j'ai échangé des quarts de travail juste pour lui en acheter une nouvelle paire. Ou l'année où Michel est tombé malade et j'ai dormi sur la chaise d'hôpital pendant 3 nuits d'affilée. Ou comment Jordan faisait semblant de s'endormir dans la voiture pour que je le porte à l'intérieur, juste pour sentir mes bras autour de lui. C'était de petites choses, des choses invisibles, mais elles étaient tout, et je les ai données librement, sans jamais demander de remerciements. Mais maintenant j'ai réalisé que ces souvenirs ne leur appartenaient plus, ils m'appartenaient. Ils étaient à moi, gravés dans la doublure de mon cœur comme des rainures dans un vieux vinyle, et qu'ils s'en souviennent ou non, ne changeait pas leur valeur. Parce que j'avais été là, je les avais vécus, et cela me rendait réel, même s'ils avaient oublié. Plus tard dans l'après-midi, j'ai reçu une petite enveloppe par la poste. Pas d'adresse de retour. À l'intérieur se trouvait une lettre pliée, écrite d'une écriture tremblante. C'était de Harmony. Elle l'avait écrite pendant sa pause entre les cours. Elle me remerciait de croire en elle, de lui montrer à quoi ressemblait la grâce sous forme humaine. Elle a dit que personne ne l'avait jamais vue auparavant, pas comme je le faisais, et que maintenant elle marchait différemment, parlait différemment, vivait différemment. J'ai serré cette lettre contre ma poitrine et laissé les larmes couler librement, parce qu'elle me rappelait ce que j'avais toujours su au fond. Vous n'avez pas besoin d'être nécessaire pour être digne. Vous avez juste besoin d'être vous, pleinement, farouchement, librement, et j'avais passé 80 ans à essayer de gagner un amour que j'avais déjà donné en abondance. Mais ici, dans cette lettre, était la preuve que l'amour trente quand il est planté dans le bon sol trente fleurite, dans des endroits auxquels vous ne vous attendez jamais. Harmonie était mon jardin maintenant, tout comme les femmes, les étudiants, les étrangers que j'avais choisi de voir. À la tombée de la nuit, j'ai allumé une bougie sur mon rebord de fenêtre et murmuré une petite prière. Non pas pour que mes enfants reviennent, mais pour que mon cœur continue d'avancer. J'ai prié pour la force, pas pour la douceur, pour la vérité, pas pour le confort. Je ne languissais plus de leur visite. Je ne vérifiais plus mon téléphone, espérant des excuses ou des explications, parce que j'avais finalement réalisé quelque chose de beau et tragique à la fois. Je n'étais jamais vraiment seule. J'avais juste été entourée de personnes qui ne savaient pas comment m'aimer. Et maintenant qu'ils étaient partis, je n'étais pas plus vide, j'étais plus légère. Je me tenais près de la fenêtre, regardant la pluie brouiller les réverbères dehors, et j'ai souri. Pas parce que j'avais tout, mais parce que je m'avais moi. Et dans le calme de cette soirée pluvieuse, je savais mais j'étais suffisante. J'avais toujours eu assez. C'était un mardi matin quand j'ai finalement
vraiment ri pour la première fois depuis ce qui semblait être des années. C'était pas un grand événement, pas de grande surprise ou de geste dramatique. Juste un moment. Je passais devant le tableau d'affichage communautaire à l'extérieur de l'épicerie quand j'ai vu un prospectus, les filles d'Eleanor. Célébration des diplômés du JID du ISELNDI. Ils avaient imprimé mon nom en lettres grasses et bouclées avec un dessin animé d'une femme à lunettes tenant un livre. Je n'ai pas pu m'en empêcher, 1000 GG, j'ai ri là sur le trottoir, une main sur ma canne, l'autre sur mon cœur. Les passants ont dû penser que j'étais étrange, cette vieille femme qui gloussait toute seule dans le froid. Mais cela n'avait pas d'importance. Ce rire venait d'un endroit non touché par le chagrin, un endroit que mes enfants ne pouvaient pas atteindre. C'était le son de la joie, calme, en retard et entièrement mienne. Pendant si longtemps, ma maison avait été pleine de bruit, l'ambition de Jordan, la critique de Michel, les excuses de David. Mais maintenant, sans qu'il résonne constamment dans mon esprit, je pouvais enfin entendre autre chose, moi, mes propres pensées, mes propres espoirs, ma propre joie non filtrée et non compliquée par leur absence. En perdant leur attention, j'avais trouvé la mienne. Quand je suis rentrée à la maison, j'ai sorti mon vieux livre de recettes, celui avec des pages tachées d'huile et des notes manuscrites dans les marges. J'ai tourné à une page que je n'avais pas touchée depuis que les enfants étaient partis pour l'université. Gâteau au citron, cela avait toujours été leur préféré, surtout celui de Jordan. Mais aujourd'hui, je ne l'ai pas fait pour eux, je l'ai fait pour moi-même. Je voulais remplir la maison avec l'odeur de quelque chose de familier, quelque chose qui m'avait autrefois apporté de la joie avant d'être lié à leur approbation. Pendant qu'ils cuisaient, j'ai mis de la musique de ma jeunesse. De vieux disques jazz, un peu rayés, pleins d'âme, j'ai dansé dans ma cuisine, lentement et petitement, mais toujours avec du rythme. J'ai aperçu mon reflet dans la fenêtre martridée, oui, mais vivante, et pour la première fois, je n'ai pas vu quelqu'un qui avait été laissé pour compte. J'ai vu une femme qui avait fait un pas en avant, fait un pas dehors, fait un pas en avant. J'ai mis le gâteau dans une assiette avec des baies fraîches et me suis assise à table toute seule. Je n'avais pas besoin de compagnie. Je n'avais pas besoin d'une occasion spéciale. Je m'avais moi. Et c'était enfin suffisant pour célébrer. La célébration au centre communautaire était le lendemain soir. Quand je suis arrivée, la salle bourdonnait déjà. Des femmes en robe d'occasion et talons empruntés, souriant d'une oreille à l'autre. Une bannière était suspendue au-dessus. Merci, maman Elinor. Elle m'appelait comme ça maintenant. Pas parce que je leur avais donné naissance, mais parce que je m'étais investie en elles. Parce que j'étais présente, parce que je croyais. En entrant, Harmony accourut et m'a serré si fort dans ses bras que j'ai dû reprendre mon souffle. « Tu as tout changé », a-t-elle murmuré. Jada a fait un discours, d'autres ont suivi. Chaque voix se brisait d'émotion. Et tout ce que je pouvais faire était m'asseoir et l'absorber, cet amour, non mérité, mais si profondément mérité. C'était différent de l'amour que j'avais poursuivi toute ma vie. Cet amour n'était pas exigé, il n'était pas entrelacé d'attente ou de droit, il était offert, librement. Comme la façon dont j'avais autrefois aimé mes propres enfants, et dans leur chaleur, j'ai ressenti une guérison que je ne savais pas encore possible. Je n'étais plus une note de bas de page dans la vie de quelqu'un d'autre. J'étais le gros titre dans la mienne. En rentrant chez moi ce soir-là, les bras pleins de cartes faites à la main et de restes chauds, je suis passée devant les photos de famille dans le couloir. J'avais l'habitude de m'arrêter et de les regarder, espérant ressentir quelque chose, nostalgie, fierté, peut-être même de l'espoir. Mais maintenant je regardais ces visages et me sentais calme, pas amère, pas rancunière, juste de la clarté. C'étaient les personnes que j'avais élevées. J'avais fait ma part, je les avais portées jusqu'à ce que mon dos cède et que mon esprit se fissure. Mais mon travail était terminé. Et s'ils ne revenaient jamais avec le cœur ouvert et les yeux clairs, alors c'était leur voyage. Pas le mien. Mon voyage avait pris un nouveau tournant, pas de triptance de tournant, pavé non pas de culpabilité ou d'obligation, mais de but. J'avais des filles maintenant. Des petits-enfants en esprit. Une communauté. Un héritage. Pas gravé dans des pierres tombales ou des comptes bancaires, mais dans des personnes.
Et cela, j'ai réalisé, était le seul héritage qui ait jamais vraiment compté. Avant de me coucher, je me suis tenue devant le miroir et me suis souri. Pas un sourire forcé, un fier. Ma peau s'affaissait, mes os me faisaient mal, mais mes yeux, m'entre-guillemets, étaient en feu de vie. J'avais appris à vivre dans le calme, dans les pauses, dans l'espace que mes enfants remplissaient autrefois. Et dans cet espace, j'avais retrouvé mon souffle, mon rire et ma joie, pas parce qu'ils étaient revenus, mais parce que je l'étais. J'étais revenue à moi-même. Et dans ce retour, j'avais réclamé tout ce qu'ils avaient autrefois tenu pour acquis. C'était un dimanche matin frais quand j'ai entendu le coup. Pas le tapotement timide d'un voisin ou le coup pressé d'un livreur. C'était ferme, familier. Un coup qui annonçait autrefois mes enfants bondissant, apportant des chaussures boueuses, des estomacs affamés et des rires. J'ai fait une pause à mi-gorgée de mon thé. Mon cœur n'a pas sauté comme il l'aurait fait autrefois. Il est resté stable, installé dans son nouveau rythme, un rythme qui ne battait plus pour eux. J'ai ouvert la porte lentement, et là se tenaient tous les trois. Jordan, Michel et David. Leurs visages étaient tirés, pâles, comme s'ils n'avaient pas bien dormi. Ils ne tenaient rien dans leurs mains, n'eut pas de cadeaux, pas de fleurs, juste la culpabilité portée sur leurs épaules comme des bagages invisibles. Pendant un moment, aucun de nous n'a parlé. Puis Jordan s'est éclairci la gorge et a dit « Nous sommes venus nous excuser, maman. » Correctement. Je me suis écartée sans un mot et les ai laissés entrer. Pas parce que j'étais prête, mais parce que je n'avais plus peur. Je ne redoutais pas ce qu'ils pourraient dire. J'avais déjà vécu le pire jour, 1000 jours où ils m'ont oublié, tout depuis lors avait été de la guérison. Et ceci, c'était juste du bruit dont j'avais déjà appris à me passer. Ils se sont assis sur le même canapé sur lequel ils sautaient enfants. Maintenant leur dos était raide, leurs genoux agités. Michel a commencé en premier. Sa voix tremblait. J'ai lu ta lettre, celle que tu as laissée dans le journal. Je sais que tu ne voulais pas que nous la trouvions, mais je t'admets, je l'ai fait. Et j'ai sangloté. Elle a baissé les yeux, puis a continué. Tu avais raison. Nous ne te voyons pas. Pas la vraie toi. Nous avons tout pris et n'avons rien rendu. David a enchaîné ensuite. Tracy, elle a fait tout paraître parfait, mais ce n'était pas réel. Nous étions des lâches. C'était plus facile d'être aimé par quelqu'un qui n'attendait pas de nous que nous nous souvenions des choses minuscules comme les anniversaires ou ton thé préféré. Sa voix s'est brisée. Je ne sais toujours pas quel type tu bois. Je souris faiblement, mais n'ai pas répondu. Laissez-les sentir le silence. Laissez-les s'asseoir dans ce que j'ai vécu. Jordan a mis la main dans sa veste et a sorti une petite boîte. Ça ne change rien, mais c'est une clé. D'une cabane. Nous l'avons achetée à ton nom. Près d'un lac. Nous avons pensé que tu pourrais utiliser un endroit pour t'échapper. J'ai pris la boîte, non par sentiment, mais pour la poser, doucement sur la table, intacte. Je n'ai pas besoin d'une cabane, ai-je finalement dit. J'avais besoin de votre présence quand cela comptait. J'avais besoin de vous à ma table le jour de mon anniversaire. J'avais besoin de mon nom dans vos bouches quand quelqu'un d'autre essayait de prendre ma place. Ma voix ne s'est pas élevée. Elle n'a pas tremblé. Elle coulait comme un ruisseau régulier, sans excuse, honnête. Et je ne suis plus en colère. Je suis juste changée. Vous êtes partis, et dans cette absence, j'ai trouvé un monde de personnes qui m'ont fait me sentir vue à nouveau. Et maintenant que j'ai goûté à ce genre d'amour, je ne peux pas me contenter de miettes. Ils ont baissé les yeux, honteux. J'ai presque tendu la main, presque. Mais je ne l'ai pas fait. Parce que le pardon n'est pas toujours une porte qui s'ouvre grand. Parfois, c'est une limite. Une ligne tracée dans le sable pour protéger la petite paix que vous avez réussi à construire après une guerre que personne n'a remarqué que vous meniez. Ils n'étaient pas mauvais, juste aveugles. Mais leur cécité avait des conséquences. Et maintenant, ils devaient vivre avec la mère qui n'avait plus besoin qu'ils rentrent à la maison pour se sentir entière. Michel a commencé à pleurer, de vraies larmes tremblantes. « Nous ne méritons pas une seconde chance, a-t-elle murmuré. Je me suis penchée en avant, mes mains jointes sur mes genoux. Non, ai-je dit doucement, vous ne la méritez pas.
Mais la vie vous donnera de nombreuses chances d'être meilleur. Vous ne les aurez simplement plus avec moi de la même façon. Je me suis levée, signalant que la conversation se terminait. Je vous souhaite la paix. Je vous souhaite de la clarté. Et j'espère que vous traiterez Tracy avec le même amour que vous m'avez refusé parce qu'elle en aura besoin. Cette dernière partie m'a surprise en sortant de mes lèvres. Mais c'était vrai. Je ne souhaitais plus sa chute. Je ne me battais plus pour ma place. Je l'avais déjà trouvé mille dans les étreintes d'Harmony, dans les larmes de Jada, dans les doux applaudissements des femmes qui me voyaient enfin. Mes enfants se sont levés lentement, abasourdis par la finalité de tout cela. Jordan avait l'air de vouloir parler à nouveau, mais je me suis tournée vers la cuisine. « Vous pouvez vous montrer la sortie » ai-je dit doucement. Et je le pensais. Pas par froideur, mais parce que j'avais dit tout ce qui devait être dit. Et pour une fois, je n'étais pas celle qui restait debout près de la porte, à attendre. Cette nuit-là, je n'ai pas pleuré. Je me suis assise avec mon thé jasmin, pour information, et j'ai regardé le vent agiter les arbres dehors. J'ai pensé à la clé de la cabane posée intacte sur la table. Peut-être que je la donnerais. Peut-être que je la donnerais à l'une des mères du fond Eleanor qui avait besoin d'un endroit pour respirer, mais je ne voulais pas m'échapper. Plus maintenant. Je n'étais pas le genre de femme qui avait besoin de se retirer pour trouver la paix. J'avais construit ma paix, brique par brique silencieuse, ici même dans ma propre maison. J'avais pris la solitude qu'il m'avait laissée et l'avais transformée en quelque chose de sacré. Et maintenant, j'avais fini d'attendre qu'il change, parce que j'avais changé. J'avais tourné la page. Et ce chapitre, mille eût été celui sans eux, mille eût été la partie la plus honnête, belle et puissante de mon histoire jusqu'à présent. Le lendemain matin, le monde semblait immobile, comme s'il retenait son souffle avec moi. Je me suis assise à la table de la cuisine, la vapeur s'élevant de ma tasse, et j'ai fixé la clé qu'ils avaient laissée. Une chose argentée, petite et polie, assise comme un monument à la culpabilité et aux réalisations trop tardives. Il fut un temps où j'aurais serré cette clé comme une bouée de sauvetage, l'aurais vue comme un symbole de rédemption, un pont vers la famille que j'avais perdue. Mais maintenant, elle ressemblait juste à un bibelot d'étrangers essayant de colmater un gouffre qu'ils avaient aidé à créer. Je l'ai retournée une fois dans ma main. J'ai senti son poids frais. Puis je l'ai rangée dans un tiroir. Je n'avais aucune envie de cabane au bord de lac. Je n'avais aucune envie de recommencer quelque part de nouveau. Mes racines étaient ici limite dans les rires qui résonnaient maintenant dans le centre communautaire, dans les nouveaux cahiers que nous donnions aux jeunes mères à qui on n'avait jamais dit qu'elles étaient intelligentes. Je n'avais pas besoin d'évasion, j'avais besoin de présence. Et je l'avais trouvée enfin en moi-même. J'ai décidé d'écrire une dernière lettre Yumpas à mes enfants, mais à la femme que j'étais autrefois. Je me suis assise avec mon stylo préféré, celui que Jordan m'avait acheté quand il a eu son premier emploi, et j'ai ouvert une page blanche. « Chère Eleanor », ai-je écrit, « tu as bien fait, tu as tout donné, même quand personne ne disait merci. Tu as élevé 3 enfants à travers des tempêtes, à travers la faim, à travers des nuits où tu as pleuré jusqu'à t'endormir sans les laisser voir. Tu méritais l'amour, tu méritais l'effort, tu méritais qu'on se souvienne de toi. Et quand ce n'était pas le cas, tu n'as pas cassé. Tu as reconstruit. Tu as trouvé de nouvelles mains à tenir, de nouvelles âmes dans lesquelles te déverser. Tu n'es pas amère, mais lui tu es meilleur. Et cette version de toi, celle-ci est enfin libre. J'ai scellé la lettre et l'ai glissée entre les pages de mon journal. Ce serait la dernière entrée. Non pas parce que l'histoire se terminait mi-huitieux, mais parce que j'avais fermé le chapitre où j'attendais d'être choisie. Plus tard cette semaine-là, Harmony m'a invité à parler lors d'une conférence pour les femmes réintégrant le marché du travail. C'était dans une ville voisine, neuf tout l'auditorium rempli de plus de 300 femmes. L'idée m'a d'abord terrifiée. Je n'étais pas une oratrice publique, juste une vieille enseignante qui avait été négligée une fois de trop. Mais quand je me suis tenue à ce podium, j'ai regardé dehors et n'ai pas vu des étrangères. J'ai vu des reflets, des yeux fatigués, des cœurs pleins d'espoir. Des mains qui avaient construit des vies entières à partir de rien d'autre que de la volonté. Je leur ai parlé de sacrifice, de la façon dont les femmes disparaissent derrière les besoins des autres, jusqu'à ce que nous oublions que nous en avions jamais eu nous-mêmes. Je leur ai parlé d'être mère, d'être invisible,
et de retrouver la lumière dans des endroits auxquels je ne m'attendais pas. Et quand j'ai dit « Vous n'êtes pas difficile à aimer », il ne savait simplement pas comment vous voir, toute la salle s'est tenue dans le silence. Puis, un applaudissement lent et régulier a commencé. Et j'ai su, 1002 j'avais été entendu d'une manière que mes enfants n'avaient jamais tout à fait réussi. Quand je suis rentrée chez moi ce soir-là, la maison ne semblait pas vide. Elle semblait sacrée, comme si elle avait attendu patiemment que je revienne vers elle, non pas comme une femme attendant près du téléphone, mais comme quelqu'un de renaissant. J'ai allumé une bougie, le lamente pas pour la mémoire mais pour le sens. Je n'avais pas besoin d'effacer le passé. J'ai simplement choisi d'arrêter de le porter comme un poids. Les photos sur les murs étaient toujours accrochées. Je ne les avais pas enlevées. Elles faisaient partie de l'histoire, même si ces personnages n'avaient plus de rôles principaux. J'ai préparé un dîner simple, Milton sandwich, au fromage grillé, une soupe à la tomate et des tranches de pommes exactement comme je l'aimais, et en mangeant, j'ai souri, pas pour ce que j'avais perdu, mais pour ce que j'avais réclamé, la paix, la dignité, moi-même. Cette nuit-là, je me suis allongée dans mon lit et j'ai regardé les ombres danser au plafond. Il n'y avait pas de larmes, pas de douleur dans ma poitrine, juste une lente et régulière gratitude. J'avais fait l'impossible. J'avais lâché le rêve qu'un jour il reviendrait et arrangerait les choses. Parce que la fermeture n'était pas quelque chose qu'il pouvait me donner. C'était quelque chose que je devais me donner moi-même. Et je l'avais fait, complètement, sans regret, sans phrase, inachevée, juste une compréhension tranquille que toutes les histoires ne se terminent pas par une réconciliation. Certaines se terminent par une prise de conscience que tu as toujours compté même quand ils ont oublié, que ton amour était réel même quand il n'était pas retourné, que ta valeur n'était pas mesurée par qui est revenu même mais, par comment tu t'es relevé quand ils l'ont pas fait. C'était au début du printemps, quand le premier bulletin du Fonds Eleanor est arrivé par la poste. J'ai ouvert l'épaisse enveloppe avec des mains stables et déplié soigneusement les pages. À l'intérieur, il y avait des photos mille et des dizaines. Des femmes souriantes en toge de graduation, des enfants en tenant des pancartes qui disaient « Ma maman va à l'université », des histoires de mères célibataires qui avaient réussi leur JED, de femmes qui travaillaient maintenant comme infirmières, enseignantes, comptables. Une lettre disait « Je pensais que mon histoire se terminait au refuge, mais ensuite maman Eleanor m'a montré comment tourner la page. J'ai placé une main tremblante sur ma bouche et murmuré « Merci, pas à elle, mais à moi ». À la femme qui avait autrefois pleuré sur un gâteau d'anniversaire froid, à la femme qui avait autrefois supplié l'univers d'être vue. C'était mon héritage, pas le million de dollars que j'avais économisé, pas les enfants qui portaient autrefois mon nom mais oubliaient mon cœur. Mon héritage était ceci, des vies changées, des histoires réécrites et des voix mille autres fois réduites au silence, parlant maintenant leur vérité à haute voix. J'avais planté des graines dans des endroits où personne d'autre ne prenait même la peine d'arroser. Et maintenant, je regardais une forêt grandir. Tout à partir des racines de la douleur que j'avais refusé de laisser m'enterrer. J'ai placé le bulletin à côté de mon journal, puis je suis sortie dans l'air doux du matin. Le jardin devant mon porche commençait à fleurir à nouveau en des tulipes, de la lavande, un rosier têtu que je pensais mort l'hiver dernier. La nature a une drôle de façon de vous rappeler que rien de vraiment bon ne disparaît jamais. Ça dort juste, se repose, puis se relève quand c'est prêt. J'ai marché lentement, touchant chaque pétale, comme si c'était un miracle. Et peut-être que c'en était un miracle que je sois encore là, encore entière, encore douce même après tout. J'avais l'habitude de craindre que ma douceur soit une faiblesse, que si je ne me durcissais pas, je continuerais à être blessée. Mais maintenant je comprenais, très même ma douceur était ma force. C'est ce qui me permettait d'aimer après la perte, de donner après la trahison, de me relever à nouveau avec grâce au lieu d'amertume. Le monde a essayé de me durcir, mais il a échoué, parce que je n'ai pas seulement survécu, je suis devenue.
À l'intérieur, je suis allée au tiroir où j'avais rangé la clé de la cabane que mes enfants m'avaient donnée. Je ne l'avais pas touchée depuis des semaines, mais aujourd'hui, je l'ai sortie, non pas pour l'utiliser, mais pour faire la paix avec elle. Ce n'était pas juste une clé, c'était un symbole, de leur tentative trop tardive, de leur culpabilité, de mon choix. Je l'ai tenue dans ma paume et j'ai dit à haute voix, « Je vous pardonne, pas pour eux, mais pour moi. » Parce que porter du ressentiment, c'est comme tenir un charbon ardent et espérer que l'autre personne se brûle. J'étais fatiguée de tenir de la chaleur, j'avais besoin d'être légère. J'ai placé la clé dans une enveloppe et l'ai renvoyée à Jordan. Pas de notes, pas de message, juste la clé, une réponse tranquille à une erreur bruyante. Et avec cela, j'ai coupé le dernier fil entre qui j'étais avant et qui j'étais devenue. Pas par dépit, mais parce que certains chapitres ont besoin d'un point final, pas d'une virgule. Ce soir-là, Harmonie m'a appelé. Les filles préparent quelque chose, a-t-elle dit, sa voix pleine de malice. Elles ne veulent pas me dire quoi, mais elles veulent que tu portes quelque chose de beau samedi. J'ai ri. Dois-je être nerveuse? Elle a gloussé. Juste un peu. Samedi est arrivé avec du soleil et une chaleur inattendue. J'ai porté ma robe bleue, canne-shell avec les manches en dentelle que je n'avais pas portées depuis la remise des diplômes universitaires de Michel. Elle m'allait toujours, bien que la taille soit un peu serrée. Au centre, les femmes avaient décoré avec des lanternes en papier et des bouquets de fleurs sauvages. Une bannière était suspendue au-dessus de la scène, à la femme qui nous a rendus nous-mêmes. Et puis elles ont commencé à lire, lettre après lettre, des histoires, des poèmes, des chansons, chacune sur la façon dont mon amour tranquille avait allumé un feu dans le monde de quelqu'un. Et pour la première fois de ma vie, je me suis assise dans une pièce pleine de gens et j'ai ressenti le genre d'amour que j'avais passé une vie à donner, sans condition, sans culpabilité, juste de l'amour, entier et plein. Quand je suis rentrée chez moi ce soir-là, je n'ai pas enlevé la robe. Je me suis assise sur mon porche alors que les étoiles apparaissaient et j'ai murmuré un tranquille merci d'univers, à la douleur qui m'avait conduite ici et à la femme que j'étais finalement devenue. Mon héritage ne serait pas mesuré en héritage ou en qui viendrait à mes funérailles. Il serait mesuré dans les vies qui fleurissaient parce que j'avais choisi de m'élever des décombres. Il serait mesuré dans les murmures de mon nom par des femmes qui avaient trouvé leur voie à travers la mienne. Et ça serait plus que suffisant. Il y a un silence qui vient avec l'âge, te sens pas, celui qui est solitaire, mais celui qui bourdonne comme une chanson que vous connaissez depuis toujours. C'est le son d'une vie qui s'installe en elle-même. À savoir, je me suis assise sur la balancelle du porche, avec un châle enroulé autour de mes épaules, écoutant le grincement du bois sous moi et la brise frôlant ma joue comme une vieille amie. Le monde avait cessé de me demander de faire mes preuves. J'avais fait ce que beaucoup n'ont jamais l'occasion de faire. J'ai transformé le chagrin en guérison et le silence en histoire. Pas pour la célébrité, pas pour les applaudissements, mais parce que j'avais besoin de me rappeler que j'existais, que je comptais, et maintenant, la preuve était tout autour de moi. Pas dans des plaques ou des gros titres, mais dans des lettres manuscrites, dans des appels téléphoniques de femmes qui venaient de passer leurs examens, dans des petits qui avaient maintenant des lits pour dormir et des livres à appeler les leurs. Mon nom n'était plus juste Éléonore. C'était maman Éléonore. Un nom prononcé avec révérence, avec chaleur. Et un jour, quand je serai partie, je sais qu'elles le diront encore avec fierté, avec des larmes, avec gratitude, parce que j'étais devenue l'histoire qu'elles raconteraient pour se rappeler à quoi ressemble le relèvement. Harmonie est passée cet après-midi, son ventre rond avec son 3e enfant. Elle n'a pas frappé Minou Nurcelle, ne le faisait plus jamais. Elle est simplement entrée, comme de la famille. Elle a apporté du ragoût, le bon avec des ignames et du gingembre. Nous nous sommes assises à la table de la cuisine, la même table où j'avais autrefois pleuré dans un gâteau d'anniversaire intact. Maintenant, elle contenait des rires, des miettes, des histoires. « Je veux l'appeler Hélène », a dit doucement Harmonie. Diminutif d'Éléonore. J'ai levé les yeux, stupéfaite. « Tu n'as pas à 1000 le ment. Je le veux, a-t-elle dit. Parce que si ce n'était pas pour toi, je ne serais pas la femme que je suis aujourd'hui.
Je veux qu'elle grandisse en sachant d'après qui elle est nommée. Ma gorge s'est serrée. J'ai tendu la main vers la sienne et l'ai tenue, peau contre peau, 2 générations liées non par le sang, mais par quelque chose de plus fort mille y soit. Elle a choisi de m'aimer. J'ai choisi de la voir. Et dans cet espace sacré, quelque chose de saint vivait. Je n'étais pas juste une femme qui avait été oubliée par ses enfants. J'étais la raison pour laquelle quelqu'un d'autre avait trouvé le courage de devenir une meilleure mère. Une meilleure femme. Et peut-être que cela, plus que tout, était la rédemption que je n'avais jamais attendue mais toujours méritée. Alors qu'Harmonie partait, elle s'est arrêtée dans l'embrasure de la porte. Ils se souviendront de toi, tu sais, même après que tu sois parti. J'ai hoché la tête, clignant des yeux pour retenir les larmes. Alors j'ai fait mon travail. Cette nuit-là, j'ai sorti une vieille boîte à chaussures où j'avais gardé des souvenirs au fil des années. Il y avait des dents de lait, des bulletins scolaires, des arts en macaroni de projets de fête des pères, depuis longtemps oubliés que j'avais aidé à terminer seul. Je les ai parcourus lentement. Ils ne faisaient plus mal comme avant. Les souvenirs étaient toujours là, mais la piqûre était partie. C'était juste des morceaux d'un passé avec lequel j'avais finalement fait la paix. J'ai sorti une photo décolorée de mes enfants, Mill Jordan, dans son uniforme de scout, Michel avec les dents de devant manquantes, David tenant un bâton comme une épée. Je l'ai embrassée doucement et l'ai remise en place. Je n'avais pas besoin de la jeter. Je n'avais tout simplement plus besoin qu'elle me définisse. Il faisait partie de mon histoire. Mais il n'était pas toute l'histoire. Et cela faisait toute la différence. Dans les jours suivants, j'ai commencé à recevoir plus d'appels 1002 e-bibliothèques locales, de groupes communautaires, même d'un producteur de podcast. Ils voulaient entendre mon histoire. Pas la version dramatique, pas le scandale de l'héritage perdu, mais la révolution tranquille d'une femme qui a transformé la douleur en but. J'ai accepté un, juste un. Il a été diffusé une semaine plus tard, intitulé « La mère qui a réécrit sa fin ». Il s'est répandu plus vite que prévu. Des messages sont arrivés de lieux dont je n'avais jamais entendu parler. Des femmes dans leur vingtaine, soixantaine, même 90, me remerciant d'avoir dit ce qu'elles avaient trop peur de dire. J'ai tout donné, et ils m'ont oublié. Mais maintenant, elles avaient la permission d'arrêter d'attendre que l'amour revienne. Elles avaient la permission de revenir à elles-mêmes. Et ça semblait être le plus grand cadeau que j'avais jamais offert. Pas l'argent, pas même la fondation, mais la permission d'être entière. Même quand votre famille laisse des trous derrière. Un soir, alors que j'étais assise dehors à regarder les lucioles clignoter à travers la cour, j'ai murmuré une promesse aux étoiles. Je ne quitterai pas ce monde en silence. Pas parce que je voulais de la reconnaissance, mais parce que trop de femmes comme moi l'avaient déjà fait. Je serais rappelée non pour ce que j'avais donné, mais pour ce que j'avais réclamé, ma voix, ma valeur, ma joie. Et longtemps après que je sois partie, quand le monde se sentira froid et qu'une femme quelque part sera assise seule le jour de son anniversaire, j'espère qu'elle se souviendra de mon nom. J'espère qu'elle lira mon histoire. J'espère qu'elle saura que le silence ne signifie pas qu'elle est oubliée. Cela signifie qu'elle est au bord de se souvenir d'elle-même à nouveau. Et ce souvenir, c'est là que commence la guérison. C'était le matin de mon 81e anniversaire quand je me suis réveillée à la lumière du soleil se déversant sur ma courte pointe comme du miel. Il y a 1 an aujourd'hui, j'étais assise seule avec un gâteau que personne n'était venu partager. Il y a 1 an, j'ai pleuré sur des chèques déchirés et des appels sans réponse. Mais aujourd'hui était différent. J'ai balancé mes jambes sur le côté du lit et me suis levée lentement, chaque craquement de mes os un doux rappel que j'étais toujours là, froidité, toujours forte. Sur la commode se trouvait un petit bouquet de fleurs sauvages cueillies par l'un des enfants du refuge, déposé la veille avec une note griffonnée au crayon. Joyeux anniversaire, maman Élénore. Merci de faire sourire ma mère à nouveau. J'ai pressé la note contre ma poitrine et murmuré « Merci ». Parce que cet enfant ne saurait jamais à quel point ces mots atteignaient profondément. Il ne savait pas que, pendant des années, j'avais cru avoir gaspillé ma vie à aimer des personnes qui ne pouvaient pas m'aimer en retour. Mais maintenant, je comprenais d'où je ne l'avais pas gaspillé. J'avais juste planté des graines,
dans le mauvais jardin. Et une fois que j'ai arrêté d'arroser ce qui s'était déjà flétri, j'ai trouvé la beauté fleurissant tout autour de moi. J'avais survécu. Mais plus que cela, là j'avais prospéré. À midi, le centre communautaire bourdonnait. Harmonie avait prévu une petite fête surprise, mais ne bien qu'elle soit terrible pour garder des secrets. Dieu la bénisse. Je suis entrée et j'ai été accueillie par des acclamations, des ballons et une bannière qui disait « Célébrons le cœur de nous tous ». Mes yeux se sont remplis de larmes, non pas de tristesse, mais de quelque chose de plus complet, l'accomplissement. Il n'y avait pas de cadeaux emballés dans du papier brillant, pas de gestes coûteux, juste des visages souriants, authentiques. Des personnes que j'avais choisies, des personnes qui m'avaient choisi en retour. Une par une, elles se sont levées et ont partagé de petites histoires. Comment mes paroles les avaient inspirées, comment ma présence les faisait se sentir moins seules. Jada m'a donné un bracelet qu'elle a fait avec sa fille, le minuscule perle à lettres qui épelait Dibn. Je l'ai placé sur mon poignet, le plastique chaud de son toucher. J'avais porté des diamants avant, mais aucun d'entre eux ne m'avait jamais fait me sentir aussi riche que cette simple chaîne de perles. Elle ne brillait pas, elle ne coûtait pas cher, mais elle signifiait tout, parce que finalement, quelqu'un me voyait de la façon dont j'avais désiré être vue. Plus tard, je me suis assise dans la cour, le soleil plongeant bas derrière les arbres. Harmonie m'a rejointe, sa main reposant sur son ventre, et nous avons regardé les enfants jouer. « Tu as l'air différente », a-t-elle dit tranquillement, plus légère. J'ai souri, parce que j'ai finalement arrêté de poursuivre quelque chose qui n'était jamais à moi de tenir. Elle a hoché la tête comme si elle comprenait, et elle comprenait. Nous étions des femmes différentes, des générations différentes, mais notre douleur connaissait le même nom, nous n'être négligés. Elle m'a dit qu'elle retournait à l'école à plein temps. « Tu m'as donné ça », a-t-elle dit. « Tu m'as appris à croire dans les parties de moi que je croyais mortes. » J'ai serré sa main. « Aucune partie de toi n'est morte, Harmonie. Certaines se taisent juste en attendant d'être retrouvées. Et peut-être que je parlais à elle, ou peut-être que je parlais à moi-même. Parce que quelque part en moi, une petite version d'Eyenor, 5 Ciment, la mère, la femme qui s'était autrefois sentie invisible, la tête enfin retrouvée. Et elle ne respirait pas seulement, elle dansait. Ce soir-là, après que tout le monde soit parti, je me suis assise sur mon porche en silence. Pas de gâteau cette fois, pas de bougie à souffler. Juste moi, le vent et les étoiles. J'ai pensé à Jordan, Michel et David. Je n'avais pas eu de leurs nouvelles depuis des mois. Peut-être qu'ils étaient encore en colère. Peut-être qu'ils l'avaient finalement accepté. Dans les deux cas, je ne ressentais plus de douleur dans ma poitrine. Je ne regrettais pas ce qui n'avait jamais été vraiment à moi. Je les avais aimés de tout mon être, mais l'amour ne signifie pas se plier jusqu'à se briser. L'amour devrait être retourné. Et quand il ne l'est pas, vous avez le droit de partir. J'étais partie et j'avais trouvé des personnes qui couraient vers moi en retour. L'univers ne m'avait pas laissé vide. Il avait juste attendu que j'aie les mains assez libres pour recevoir quelque chose de mieux, quelque chose d'entier. Et alors que j'étais assise là sous les étoiles, j'ai murmuré une vérité qui m'avait pris 81 ans à apprendre. Je n'avais pas seulement traversé. Je m'étais élevée. J'avais fleuri. J'avais prospéré. Le vent s'est levé doucement, faisant bruire les arbres comme des applaudissements de la terre elle-même. Et dans ce moment doux et sacré, j'ai fermé les yeux et souri. Pas parce que tout s'était passé comme je l'espérais Mulstream, mais parce que j'avais fait la paix avec ce qui ne s'était pas bien passé. Ma vie n'était pas parfaite, elle n'était pas polie, mais elle était mienne, et cela était plus que suffisant. Le téléphone a sonné juste après 9 heures ce soir-là. Je l'ai laissé sonner une fois, 2 fois, puis une 3e fois avant de répondre. Je n'étais plus pressée. Je n'étais plus désespérée de connexion. J'avais appris à m'asseoir dans mon propre silence sans le craindre. « Allô ?» ai-je dit doucement. Il y a eu une pause. Puis la voix de Jordan est arrivée, lente et hésitante, comme s'il n'était pas sûr de mériter d'être entendu. « Salut. »« Maman. » Sa voix s'est un peu brisée, comme elle le faisait quand il mentait à propos de sécher les cours.
J'ai entendu de quelqu'un que c'est ton anniversaire, une autre pause. Joyeux anniversaire! J'ai fermé les yeux. Merci. Le silence s'était tiré entre nous comme un pont usé. Il a essayé à nouveau. Je sais que nous n'avons pas parlé. Je n'appelle pas pour me disputer. Je voulais dire que je pense beaucoup à toi. Nous le faisons tous. Mes doigts se sont enroulés autour du bord de la table. Penser n'est pas la même chose que se présenter, Jordan. Il a soupiré. Je sais. Je le sais. Et je sais que nous avons perdu quelque chose que nous ne récupérerons peut-être jamais. Mais s'il y a un jour où tu te sens comme nous laisser essayer à nouveau, je serai là. Je n'ai pas répondu. Je ne lui devais plus de certitude. J'étais redevenue mienne. Après que nous ayons raccroché, je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas serré le téléphone comme une bouée de sauvetage. Je me suis simplement levée, suis allée à la fenêtre et j'ai regardé la lune se lever. J'ai pensé à ces mots, à propos de les laisser essayer à nouveau, comme si reconstruire était mon travail, comme si me guérir était leur mission, alors qu'ils avaient déjà échoué au test que je n'avais jamais voulu donner. J'ai pensé aux femmes qui se sont présentées pour moi sans hésitation. Les enfants qui m'appelaient maman Eleanor avec plus de sincérité que les miens n'avaient jamais réussi dans leur âge adulte. Et j'ai réalisé quelque chose qui s'est installé profondément dans mes os. Je n'étais plus leur perte. Ils étaient la mienne. J'avais perdu le rêve d'être rappelé par ceux à qui j'avais donné la vie. Mais à sa place, j'avais trouvé quelque chose de réel, tangible. Des femmes qui écrivaient mon nom dans leurs prières. Des enfants qui parlaient à leurs camarades de classe de la grand-mère qui a aidé ma mère à trouver un emploi. C'était ma famille maintenant, pas par le sang, mais par la présence, par choix. Et ce choix, c'était la plus grande liberté que j'avais jamais connue. Le lendemain matin, j'ai sorti le vieil album de famille, celui que je n'avais pas ouvert depuis près d'1 an. J'ai tourné chaque page lentement. Il y avait une photo de Jordan avec du glaçage sur le nez, Michel en tutu, David endormi sur mes genoux. J'ai souri papias, avec nostalgie mais avec tendresse. C'étaient mes bébés, et je les avais aimés du mieux que je savais. Mais ces versions douées, nos inversions, petites et honnêtes, avaient disparu. Ceux qui les avaient remplacés étaient des adultes qui ne savaient pas comment porter mon amour avec soin, et je ne pouvais plus continuer à me briser en morceaux en espérant qu'ils apprendraient comment faire. J'ai fermé l'album et murmuré « Je vous libère », pas avec colère, pas même avec tristesse, mais avec la grâce de quelqu'un qui avait finalement appris que l'amour ne signifie pas rester là où l'on est oublié. Cela signifie lâcher prise, pour que vos mains soient libres de tenir ce qui vous tient en retour. Cet après-midi-là, je suis retournée au centre pour aider à mettre en place un autre atelier. Nous enseignons aux femmes comment écrire des CV, comment raconter leurs propres histoires avec force. Alors que je me tenais à l'avant de la salle, les regardant prendre des notes avec des sourcils froncés et des yeux pleins d'espoir, j'ai vu des morceaux de moi-même dans chacune d'elles. Pas l'Élénore qui avait élevé des enfants ingrats de 20 mai, l'Élénore qui avait survécu à être rejetée, qui s'était relevée après qu'on lui ait dit qu'elle était trop ou trop vieille. Je ne leur enseignais pas comment écrire des CV, je leur enseignais comment se souvenir d'elles-mêmes. Et ce faisant, je me suis souvenue de moi aussi, ma valeur, ma douceur, mon pouvoir. Cette nuit-là, l'une des femmes m'a serré fort dans ses bras et murmurait « Tu as sauvé ma vie !» Je me suis reculée, les regardé dans les yeux, et j'ai dit « Non, je t'ai juste rappelé que tu en avais eu. » Et à ce moment-là, j'ai su Miltian passerait plus jamais inaperçu. Pas par elle, pas par moi-même, pas par le monde que j'avais osé aimer à nouveau. Quand je suis rentrée chez moi, la lune était pleine. Je me suis assise sur le porche et j'ai allumé une bougie, donc pas pour la mémoire, mais pour la promesse. Une promesse que je continuerai à me présenter pour moi-même, que quelqu'un d'autre le fasse ou non. Que je ne baisserai plus jamais ma voix pour mettre quelqu'un d'autre à l'aise. Que je continuerai à construire cet héritage, non pas avec de l'argent ou un nom, mais avec les vies que j'ai touchées. J'ai levé les yeux vers les étoiles et murmuré « Je n'attends plus. Pas d'excuses. Pas de rédemption. Pas même de compréhension. » J'étais déjà arrivée à l'endroit où je suppliais autrefois d'être invitée, mon propre cœur, ma propre guérison, mon propre foyer.
Je me suis réveillée ce matin-là sans douleur dans mon cœur, sans tiraillement fantôme me ramenant dans le passé, juste la paix. Une immobilité si pleine, elle semblait être une bénédiction que je ne savais pas avoir le droit de recevoir. Le soleil s'est levé lentement et doré, se déversant dans ma chambre comme un visiteur tranquille. Je me suis assise au bord de mon lit, les mains reposant doucement sur mes genoux, et je me suis laissé tout ressentir 91 ans, de dons de rupture, d'espoir, de perte, de guérison, d'élévation. Il y avait eu un temps où je voulais que mes enfants pleurent sur moi, pour voir ce qu'ils avaient fait, pour ressentir le regret comme j'avais autrefois ressenti l'abandon. Mais plus maintenant. Cette femme très aimante, blessée et en attente, partie. À sa place se trouvait quelqu'un de mieux, quelqu'un de plus complet, quelqu'un qui avait pris sa douleur et avait construit un avenir à partir de celle-ci pour des personnes qui n'avaient même jamais connu son nom. C'était suffisant. C'était plus que suffisant. Parce que j'avais finalement compris quelque chose que personne ne m'avait enseigné. Le pardon ne consiste pas seulement à libérer les autres, diminue-t-il, s'agit de se libérer soi-même. Et j'étais libre, pleinement. Enfin, j'ai passé la matinée à écrire des lettres, pas le genre que j'écrivais à mes enfants, les suppliant de venir ou de se souvenir de qui j'étais. C'étaient des lettres pour la prochaine génération, pour les femmes qui viennent après moi. Je les ai simplement adressées à toi, qui es fatigué, mais toujours debout. Je leur ai dit qu'elles n'avaient pas besoin d'être des martyrs pour être des mères, qu'elles n'avaient pas besoin de gagner l'amour en donnant chaque dernier morceau d'elles-mêmes, qu'il était acceptable de se choisir elles-mêmes, que leur valeur n'était pas mesurée par qui se présentait pour elles, mais par la férocité avec laquelle elles se présentaient pour elles-mêmes. J'ai scellé chaque lettre, écrit un nom sur le devant de la liste qu'Harmonie m'avait envoyée, et les ai placées doucement dans un panier près de la porte. Elles seraient livrées cette semaine aux femmes qui recommençaient. Des femmes qui avaient besoin de quelque chose de plus que de la nourriture, ou des vêtements 3000, avaient besoin de se souvenir. Et je serais celle qui leur rappellerait. Pas avec un cours magistral, mais avec une histoire. La mienne. La preuve qu'il n'est jamais trop tard pour reprendre sa vie. Que même quand l'amour vous oublie, vous pouvez vous souvenir de vous-même. Ce soir-là, Harmonie a appelé. Nous voulons t'enregistrer, a-t-elle dit, nerveuse mais excitée. Juste raconter ton histoire. Rien de formel, juste toi, ta voix, ta vérité. Nous voulons nous assurer que les gens n'oublient pas. J'ai hésité. Je n'étais pas habituée à être le sujet. J'avais vécu ma vie derrière le rideau, tenant les projecteurs pour tout le monde. Mais quelque chose en moi a changé. Peut-être que c'était le moment. Peut-être que c'était juste. D'accord, ai-je dit. Mais seulement si je peux dire toute la vérité. Elle a ri. C'est la seule façon que tu connais, maman Élénore. Le lendemain, ils ont apporté une caméra, un micro, une simple chaise. Et je me suis assise là, vieux, haut, doux sourire, cœur grand ouvert, et j'ai parlé. Je n'ai pas embelli la douleur. Je n'ai pas diabolisé mes enfants. J'ai juste dit la vérité. Comment j'ai donné. Comment j'ai été oubliée. Comment j'ai trouvé quelque chose de mieux, quelque chose de durable. Et en terminant, j'ai dit, vous n'avez pas besoin d'être appelé par vos enfants pour laisser quelque chose derrière. Vous avez juste besoin de vivre si fort dans votre vérité que le silence ne peut pas avaler votre nom. Des semaines ont passé, la vidéo a été publiée, partagée, répandue. Des étrangers ont envoyé des lettres, des messages, des poèmes. Une femme a écrit « Tu ne me connais pas, mais tu m'as donné la permission de quitter l'homme qui me faisait me sentir invisible. Merci. » Une autre a dit « Tu m'as rappelé que je n'ai pas à gagner l'amour. Mais je peux simplement être. » J'ai lu chaque mot lentement, m'imprégnant de la vérité. Mon histoire n'était plus seulement la mienne. Elle était devenue une carte, une lanterne, un plan pour les femmes comme moi qui avaient passé leur vie dans l'ombre, attendant d'être vues. Et maintenant, parce que j'avais choisi d'arrêter d'attendre, elles choisissaient aussi. Je ne laissais pas derrière moi de l'argent ou un nom de famille gravé dans des monuments. Je laissais derrière moi du courage dans des lettres, dans des salles de classe, dans des cœurs qui battaient maintenant plus fort parce qu'ils m'avaient entendu parler. Et, à la fin, n'est-ce pas ce qu'est l'héritage? Pas la richesse que nous amassons, mais la lumière que nous laissons derrière.
La nuit avant mon dernier atelier communautaire, je me suis tenue à la porte du centre une dernière fois, regardant le paillasson usé. J'ai placé ma main sur mon cœur et murmuré « Tu as bien fait, Léonore ». Je suis entrée dans une salle de main qui applaudissait, d'yeux chaleureux et de bras ouverts. Ma chaise m'attendait au centre. Pas un trône, juste un espace où ma voix avait du pouvoir. Je me suis assise, j'ai souri et j'ai commencé. Laissez-moi vous raconter une histoire. Et à ce moment-là, entourée de personnes qui m'avaient choisi, j'ai su avec une certitude complète, je n'avais pas seulement survécu à ce qu'ils m'avaient fait. Je l'avais transformé. Et ce que j'ai laissé derrière n'était rien de moins que magnifique. Fin. Né. Si cette histoire vous a ému, si elle vous a fait penser à votre mère, votre grand-mère, ou même à vous-même de Lahore, ne faites pas simplement défiler. Abonnez-vous à cette chaîne. Parce qu'ici, nous ne racontons pas seulement des histoires, nous honorons celles que le monde a oubliées. Appuyez sur ce bouton d'abonnement et aidez-nous à nous assurer qu'aucune voix comme celle d'Elénore ne soit jamais réduite au silence à nouveau. Schmatpoint et activez aussi les notifications. La prochaine histoire pourrait être celle dont vous aviez besoin d'entendre depuis toujours.